Alors, dans les études qu'on a eues à date, vous le savez, rhythm control versus rate control, il n'y a rien qui a été démontré qu'il y a une diminution de la mortalité ou de la morbidité avec la stratégie maintien en rythme sinusal. Dans votre population particulière d'insuffisance cardiaque, il n'y a pas eu beaucoup d'études. La plus belle étude, c'est probablement l'étude pilotée par le groupe de Montréal et FCHF, qui était dans le fond la suite de AFFIRM, mais chez des gens avec dysfonction ventriculaire. Donc, la grosse étude, ça avait été AFFIRM, que tout le monde connaît, je ne reviendrai pas là-dessus. Ensuite, vous avez eu RACE, ça c'est intéressant, on en parlera un petit peu, RACE 1 versus RACE 2, et FCHF, qui était vraiment l'étude adressée aux dysfonctions ventriculaires, et même chez les patients avec insuffisance cardiaque, parce qu'on pensait que peut-être chez eux, le maintien en rythme sinusal était supérieur au rate control. On n'a pas eu aucune différence, puis n'était pas significatif entre les deux stratégies pour la morbidité et mortalité. Donc ça, c'est les principales études. Vous l'avez le tableau dans les diapos et vous avez les références de ces études-là. Ici, c'est une diapo qui résume, dans le fond, les événements cardiovasculaires. L'étude RACE 1 et RACE 2. RACE 1, c'était rate versus rhythm, un peu comme les autres études. RACE 2, c'était, une fois qu'ils sont en FA, si on s'acharne à les contrôler vraiment parfaitement leur fréquence, ils vont-tu mieux que ceux qui sont un petit peu moins contrôlés? Alors, ce qu'on appelle le lenient rate control, c'est des fréquences cardiaques un petit peu plus élevées que le strict rate control, où là, c'était vraiment, il y avait des critères de test de marche, etc. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc, peut-être qu'on pouvait être un petit peu plus laxiste, peut-être qu'une fréquence moyenne à 90, ce n'est pas criminel, puis les patients ne vont pas moins bien, que de s'acharner à les mettre à une fréquence à 75, où là, on a un excès d'utilisation de stimulateurs cardiaques puis d'autres choses qui font en sorte que peut-être qu'on peut leur nuire aussi d'un autre côté. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on voit que les effets, évidemment, adverses médicamenteux des antiarythmiques en particulier, bien, quand on est dans le rhythm control, on en a plus qu'on dans le rate. Le taux de pacemaker va être plus souvent utilisé lorsque les patients sont dans le strict rate control que dans l'autre groupe. Et finalement, quand on regarde le taux d'insuffisance cardiaque, qui est le carré jaune ici, vous voyez qu'entre les deux, là, même dans rhythm control ici, il y a tendance à en avoir un peu plus, puis ici, il n'y a pas vraiment de différence sur la partie insuffisance cardiaque. Donc, où on s'en va? Bien, on s'en va avec plusieurs études en cours que vous allez voir arriver dans les prochaines années. Une des études, c'est RAAFT. Donc, on a eu RAFT, alors ça, c'est RAAFT. Vous imaginez que c'est le même PI, c'est Tony Tang qui est aussi le PI de ça. On fait partie de cette étude-là. Alors, ici, c'est rate versus rhythm en insuffisance cardiaque, mais où le first line therapy pour le rhythm control, c'est l'ablation. Ce n'est pas l'utilisation des antiarythmiques. Donc, isolation des veines pulmonaires avec au moins des lignes du toit, de mitral ou autre, pour essayer de les garder en rythme sinusal. Cabana, qui est une étude internationale, 3000 patients, endpoint mortalité, c'est l'ablation par cathéter versus le traitement médical optimal, qui peut être soit rate ou rhythm, à la discrétion du médecin traitant de ce patient-là atteint avec d'insuffisance cardiaque, 3000 patients. Vous allez avoir RACE 3, qui aussi est en cours, qui est des patients avec une fibrillation auriculaire précoce, donc vous venez de les diagnostiquer avec fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque légère ou modérée, sont randomisés Structured Physical Activity dans un programme intensif et structuré versus Rhythm Control. Et vous avez EAST qui s'en vient aussi, qui, elle, c'est Early Treatment of Atrial Fib, qui est Rhythm Control, ablation ou antiarythmique, versus traitement optimal according to guidelines, 3150 patients. Donc, vous voyez que là, on s'en vient dans un autre chapitre, 2 minutes, on s'en vient dans un autre chapitre qui est d'adresser le rhythm control avec des stratégies plus agressives et aussi d'adresser le rhythm control plus tôt, lorsqu'ils commencent à faire de la FA, pas au moment où ils deviennent plus persistants ou autres. Et FCHF, c'est une très belle étude qui a été, je pense, aussi très utile pour le management de ces patients-là. Alors, vous vous souvenez que c'était rhythm versus rate control chez des insuffisants cardiaques avec des fractions d'éjection et des classes fonctionnelles abaissées et qui, fraction d'éjection à 27% en moyenne, l'utilisation d'amiodarone était le plus fréquent et on sait que rate versus rhythm, il n'y avait pas de différence dans le outcome de ces patients-là. Et qu'on regarde à gauche, décès cardiovasculaire chez les patients qui avaient eu
pas de crossover versus ceux qui avaient été dans les crossovers pour voir si être sous une thérapie ou autre faisait un changement. Il n'y avait pas de différence dans le outcome des deux. Une autre chose, Active 1, qui était de regarder est-ce que l'irbésartan a un rôle à jouer pour la fibrillation auriculaire. Alors, vous avez vu qu'effectivement, placebo versus irbésartan sur les outcomes n'avait pas eu de différence significative non plus. Donc, Active 1, qui était aussi une étude négative. FA et dysfonction diastolique, il n'y a pas beaucoup de choses spécifiquement sur cette population-là. Mais lorsqu'on regarde rate versus rhythm chez les gens avec dysfonction diastolique pure, même si les courbes ont l'air d'être différentes, vous voyez que le P n'est pas significatif. Donc, il ne semble pas avoir non plus, même si j'ai sous-groupe avec dysfonction diastolique, qui est souvent un groupe qu'on dit, bien, il me semble qu'eux autres seraient mieux en rhythm control qu'en rate control à cause de leur dysfonction diastolique. Malheureusement, peu d'évidence. Dysfonction ventriculaire droite, vous en voyez beaucoup de ces patients-là. C'est un facteur prédicteur important d'une évolution vers une fibrillation auriculaire, particulièrement qui va être dur à contrôler et avec un outcome qui ne sera pas nécessairement bon. Donc, le VD associé à l'AFA, ce n'est pas une bonne association. Dernier mot sur la resynchronisation, 1 minute. Le principe en resynchronisation, vous savez que la plupart de ces études-là ont été faites chez des gens en rythme sinusal. Vous savez que même dans l'étude MADIT-CRT et RAFT, qui étaient des gens classe 2, le fait d'être en fibrillation auriculaire, il n'y en avait pas beaucoup dans ces études-là, le fait d'être en fibrillation auriculaire semble être associé à une moins bonne réponse à la resynchronisation. Par contre, dans toutes ces études-là, il n'y a pas eu d'ablation de nœud AV systématique. Toutes les études qui ont comparé FA, on resynchronise les patients, FA avec contrôle médical de la réponse ventriculaire versus FA avec ablation de nœud AV, le groupe FA avec ablation de nœud AV sont autant répondeurs que le groupe en sinusal. Donc, je pense que ce qui s'en vient comme étude, c'est que, puis c'est ce qu'on fait de plus en plus cliniquement, si vous avez un patient en insuffisance cardiaque qui a une FA mal contrôlée, qu'on a tout essayé, qu'on est rendu à dire, je pense qu'on devrait y faire son nœud AV, mais si on y fait son nœud AV, il faudrait y mettre un bivet, parce qu'il va être PC 100% du temps. Et si, à l'inverse, le patient a un bivet, mais qu'il n'y a pas une réponse ventriculaire contrôlée par une ablation de nœud AV, il ne répondra pas. Donc, je pense que si on prend la route de dire qu'on brûle le nœud, ça prend un bivet, c'est la plupart de ces patients-là avec dysfonction ventriculaire. Et si les patients ont un resynchroniseur et qu'on ne leur a pas fait leur nœud, on n'aura pas l'effet escompté non plus. Je pense qu'il faut être conséquent puis aller avec ce que la littérature nous dit. Dernière diapo que je vais vous montrer, c'est les complications associées à l'ablation. Alors ça, vous aviez ici la diapo qui disait que si vous êtes resynchronisé et votre réponse n'est pas complètement contrôlée, ça ne marche pas. Vous la regarderez, celle-là, vous l'avez dans vos diapos. Derek Exner qui a fait la méta-analyse des patients avec fraction d'éjection abaissée et ablation de FA primaire au niveau des veines pulmonaires. Ils ont une réponse intéressante, mais ils nécessitent plus de deuxième procédure, ces patients-là en général, pour aboutir à un maintien en rythme sinusal. Mais les fractions d'éjection s'améliorent chez ces patients-là. Vous voyez ici les changements de fraction d'éjection chez les gens avec ablation et dysfonction. Vous avez jusqu'à 10 en moyenne, certainement, d'augmentation de la fraction d'éjection. Donc, insuffisance cardiaque et FA, ablation des veines pulmonaires, a aussi un rôle sur l'augmentation de la fraction d'éjection. C'est ça qu'on voit. C'est pour ça que les études sont en cours. Et les résultats des complications qu'on a actuellement avec l'ablation, publiés il y a quelques semaines seulement, vous les avez ici. Alors, quand les gens nous disent « Oui, mais c'est dangereux de faire ça », c'est ça les complications majeures rapportées dans un Worldwide Survey de 16 000 patients. Vous voyez des taux de complications totales de l'ordre de 4 dont la tamponnade 1,3 décès 0,15 et le reste, c'est des complications relativement standards de cathétérisme cardiaque, donc relativement sécuritaires, même chez les patients. Oui, ça, c'est, vous avez la référence. Le survey a été fait l'année passée, ça a été publié il y a à peu près un mois et demi. Donc, données très constantes. Merci. Merci.